flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme. Bonjour, donc on est super contente aujourd'hui de continuer notre petit parcours sur le thème de la carrière et on a beaucoup de chance aujourd'hui parce qu'on reçoit deux femmes incroyables, donc Valérie Perrin et Karine Thuram. Est-ce que vous voulez vous présenter justement pour nous? Alors j'y vais. Oui, donc je suis Karine Thuram. J'ai pas encore supprimé le nom de mon père, le pauvre. J'ai insisté pour que je porte le nom de mon mari et que je garde le nom de mon père. Donc Karine Thuram, je suis chanteuse et journaliste et je ne sais pas quoi dire d'autre, mais on va le découvrir là au cours de l'émission parce que je vais suivre les questions. Évidemment. Et moi, je suis Valérie Perrin, j'ai gardé le nom de mon père. Voilà. Je suis mariée en juin 2023. Je peux dire aujourd'hui, alors j'aimais pas le mot autrice, mais alors j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait il avait été supprimé il y a très 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 longtemps parce que on voulait nous rayer de la carte, nous les femmes. Donc du coup, je suis autrice depuis 9 ans maintenant et j'ai la chance de vivre de ma plume. Voilà. Super, trop bien. Et qu'est-ce que tu as fait du coup avant d'être autrice justement? J'ai fait beaucoup de choses, mais ça fait donc 9 ans que j'écris. Je peux pas résumer, il nous faudrait 25 heures, on les a pas. J'ai tout fait. J'ai pas fait d'études. Je vais y aller comme ça. J'ai pas fait d'études. J'ai pas le baccalauréat. J'ai lu toute ma vie énormément, donc je pense que c'est en lisant que j'ai construit beaucoup de choses dans ma tête. Je suis allée beaucoup au cinéma. Je suis allée beaucoup au théâtre. J'ai eu 2 enfants qui m'ont tout appris de la vie. J'ai eu des maris. J'en ai 2. J'en ai eu 2, j'en ai encore un. J'ai eu des amants et tout ça imbriqué, tout ça mélangé, plein de choses différentes dans mon travail fait que un jour j'ai décidé de d'écrire et que ça a marché. Ça s'appelle un miracle. Voilà. Ah, c'est Voilà beau. en résumé. C'est un beau résumé. C'est un beau résumé. Je sais pas comment vous allez faire les filles, parce qu'après ça... Eh bien, courage, Karine, courage. Non, pas moi. Moi, je réponds. Moi, c'est vous, je vous laisse suivre le courant. En fait, je trouve ça génial si je garde, tout est incroyable, mais ce que je trouve ça génial, c'est j'avais pas le bac. Et en fait, on a parlé un petit peu dans d'autres émissions par rapport à la carrière, à l'éducation des enfants. Ça fait partie aussi un peu de carrière, mine de rien, parce qu'on en parle pas mal. Et en fait, la pression qu'on peut mettre de tu n'arriveras pas, si tu n'as pas le bac, si tu ne fais pas d'études. Et en fait, la preuve vivante en face de nous, quand même, qui est... Dans combien de pays tu es traduit? 60. Voilà. Et 4 romans, une des romancières les plus lues. Et je trouve ça assez incroyable d'avoir aussi l'honnêteté de dire j'ai pas le bac. En fait, ça peut donner vachement d'espoir. Nous, c'est pour ça qu'on vous invite aussi. C'est pour aussi donner un peu les espoirs aux gens qui se mettent des carcans dans leur tête et qui se disent ah non mais moi je pourrais jamais faire ça, moi je pourrais jamais faire ça. Tout est possible, mais je tiens tout de même à souligner que mes 2 enfants l'ont et que je me suis battue pour qu'ils l'aient parce que je pense tout de même qu'aujourd'hui avoir le baccalauréat, t'arrêtes les études, peu importe, mais si tu veux les reprendre quelques années après, c'est la seule porte en fait qui peut t'ouvrir aux études. Et je le vois avec ma fille qui reprend des études de psy et grâce à son bac. Donc je ne l'ai pas. Mais je conseille pour ceux qui veulent et pour ceux qui peuvent d'essayer d'aller au moins jusque-là. Mais après, on peut avoir plein d'autres qualités aussi sans avoir. Et puis, tu joues avec les mots. Moi, je trouve ça extraordinaire. C'est que non seulement sans dire le bac, mais en plus, tu manies la langue je pense française. que c'est parce que j'ai pas le bac et que j'en étais très malheureuse que j'ai toujours rattrapé en lisant énormément. C'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi. Tu vois, c'est quand même une blessure quelque part. Tu ne l'as pas, mais tu l'as passé. Tu ne l'as pas parce que tu t'arrives jusqu'au bout. Je me suis arrêtée en première. C'est ça qui est intéressant. Parce que Fin moi, de première, je suis partie à Paris. Voilà, parce que de ne pas l'avoir, c'est une 17 ans. chose, mais Ouais. ça doit raconter quelque chose de toi. sûr. Donc, ça veut dire que tu t'es arrêté avant en disant, c'était pas ton objectif d'avoir le bac. J'aimais pas l'école. J'étais très Voilà, malheureuse. c'est ça le sujet. Oui, parce que on s'arrête souvent au fait de ne pas l'avoir et on raconte pas. Oui. Ce qui fait qu'on ne l'a pas eu. Et c'est pas qu'elle l'a pas eu, c'est qu'elle a vécu une autre vie. Elle s'est arrêtée avant. T'avais d'autres rêves à poursuivre, en l'occurrence pas d'avoir le bac. Et c'est des histoires d'époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je te rejoins, on n'imagine pas qu'un adolescent puisse ne pas aller jusqu'au bac, parce qu'on sait que c'est un peu le diplôme que tout le monde a. À l'époque de mes parents, ma mère a le bac, mon père l'a pas. On pouvait et tout le monde bien sûr, parce que plus on recule dans le temps, et moins les gens avaient le bac, et ils ont construit des vies incroyables. Donc c'est vraiment notre époque qui nous impose d'avoir des diplômes et d'avoir cette espèce de ticket de métro là qui dit tu peux aller un peu n'importe où parce que t'as le bac. Mais je trouve ça très beau aussi dans les parcours de gens qui même à leur époque quand le bac pouvait être imposé se sont arrêtés
arrêté avant parce qu'ils avaient autre chose à faire et que t'as fait plein d'autres trucs et c'est ça qui est top, quoi. Donc, en effet, c'est pas le bac qui fait la personne qu'on est, mais tu as c'est raison l'histoire de qu'on parler de raconte. l'époque. Bah oui. Parce que l'époque, quand je suis arrivée à Paris, en 1986, on trouvait du travail, mais Très sans une facilement. porte. Exactement. Vraiment. Enfin, je le dis parce que je l'ai entendu, je ne l'ai pas vécu moi-même, mais parce que ça définit pas mon âge, 67, je l'ai tout de suite, mais je sais. plaisante. Mais Non, franchement, parce que c'est ce que mes parents 86, c'était une autre vie, c'était Ouais, un autre exactement. monde. Il faut le comprendre. Mm. On pouvait débarquer seul à Paris, être hébergé chez quelqu'un, pouvoir payer un loyer, ce qui est quasi improbable aujourd'hui. Et surtout à l'âge de 17 ans, comme ça. Mais c'est vachement important de le dire aussi. Ouais. C'est une question d'époque, ouais. C'était un autre temps. Ouais. Et tu rêvais de quoi à l'époque, toi? Je me permets, je te pose la question, tu trouves ça hyper intéressant? Non, mais tu vas de partir, En fait, t'habitais où? T'étais la où? seule chose que je voulais, la seule chose dont je rêvais, c'était de quitter vraiment, comme la chanson d'Aznavour, la province, pour aller T'étais vivre dans à quelle Paris. province? En Bourgogne. En Bourgogne. Oui, en Bourgogne. Je suis arrivée, j'avais 1 an. Et donc, je suis partie, j'avais 19 ans. Mais vraiment, avec 3 sous en poche, quoi, tu vois. Est-ce qu'il je y me avait suis déjà débrouillée. cette envie d'être autrice? Ça Je courait, pense pas du tout. Non, je pense que c'est pas une envie. Je pense qu'on le porte en soi. Et puis après, la vie fait que il y a un moment dans ta vie, mais ça c'est beaucoup plus tard. Tu as le temps de le faire. Mais je réponds avant. Mais on me dit toujours pourquoi t'as écrit si tard, parce que mon premier roman il a été édité, j'avais 48 ans. Et en fait, j'explique juste qu'il fallait, pareil, payer le loyer, élever ses enfants, travailler, et que j'avais pas ce moment-là, ce temps-là pour l'écriture. C'est pour ça que j'ai écrit très très tard. Voilà. Alors c'est drôle parce que moi c'est l'inverse, c'est-à-dire que je voulais absolument partir à Paris aussi pour faire mes études, mais il me fallait le bac. Moi j'étais en Guadeloupe chez mes parents, oui, parce que j'ai grandi entre Paris, Cayenne et la Guadeloupe, et en Guadeloupe pour partir à Paris, mes parents ils m'auraient pas laissé partir sans le bac. Donc moi il fallait que j'ai le bac pour partir. Et en effet, j'ai eu le bac, à 18 ans, quoi, on va dire 17 ans, 18 ans. Et quand tu te lance dans l'exil, parce que c'est une chose de faire Bourgogne-Paris, c'en est une autre de faire Guadeloupe-Paris, où tu peux pas retourner le week-end voir tes parents, etc. C'est vivre loin, et donc ça suppose de gagner très vite en maturité. Et pour mes parents, d'avoir le bac, de savoir gérer ton truc, etc., ça voulait dire aussi que tu étais en capacité de vivre seul et de commencer à gérer ta vie toute seule. Donc voilà, moi c'était l'inverse. Moi le bac c'était le passeport pour partir et arriver à Paris. Et comment ça s'est passé du coup? T'as fait direct très bien. Alors moi, quand j'avais commencé avant, en fait, j'ai écrit mon premier article à 13 ans, parce qu'en Guyane, au collège où on était, on avait eu cette envie de monter un magazine qu'on voulait appeler pas cocktail, qu'on voulait appeler métissage. Cocktail, c'est beaucoup plus tard, parce que la Guyane dans laquelle on grandissait, c'était vraiment une Guyane extrêmement cosmopolite, qui était très différente de ce qu'on voyait à la télévision sur l'unique chaîne que nous avions à l'époque, RFO, où on vivait avec des gens de couleurs de peau différentes, de religions différentes, etc., et que ça n'avait absolument aucune valeur. Et on ne comprenait pas l'actualité qui nous parvenait du reste du monde et qui racontait que que c'était une source de division et de conflit. Et donc, on voulait raconter ça. Et évidemment, à l'époque, personne nous avait donné de budget pour créer ce magazine-là. En revanche, on avait fait une maquette et tout. En revanche, France Guyane, qui est le quotidien de la Guyane, avait entendu parler de notre initiative. Comment? Je n'en ai pas la moindre idée, parce que je ne me souviens pas que mes parents connaissaient des journalistes. Aucun des parents de mes camarades de classe n'était journaliste non plus. Donc, je ne sais pas par quel biais ces gens ont entendu parler de notre initiative. Mais en tout cas, ils nous ont confié une page hebdomadaire pour qu'on se fasse la main, et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire, et j'ai jamais arrêté depuis. Voilà. Ça à l'âge de 13 ans. Ouais, ça m'a mis le pied à l'étrier. Du coup, t'as fait une école de journalisme? Non, j'ai pas voulu, justement. J'adore, je vous adore. Non, parce que à 18 ans, j'avais une très haute estime de moi, et je pensais que j'étais unique et que j'avais un truc très spécial, et j'avais peur d'être formatée. C'est quand même lunaire de penser comme ça à 18 ans, mais c'est ce que je pensais. Et donc j'ai fait une hypocagne, enfin lettres sup, etc. Et ensuite j'ai fait une fac de philo. Ce qui a désespéré mon père, qui est un chef d'entreprise. Il s'est dit, mais elle va faire quoi? Elle va pas ouvrir une boutique de philosophie? Comment elle va gagner sa vie, ma fille? Ça va être l'enfer. Mais en fait, je voulais une formation qui m'aide à structurer ma pensée, qui m'aide à réfléchir. Et je trouvais que la philosophie, pour ça, c'était ce qu'il y avait de plus précieux et de plus efficace. Donc, je savais que je ferais rien en philo, que je serais pas enseignante. Ma mère était enseignante, elle est à la retraite maintenant, mais je rêvais pas du tout. J'avais pas cette patience. Je rêvais pas du tout d'enseigner, mais je rêvais de transmettre, néanmoins. Et je voulais surtout pas être journaliste. Je me disais, bon, en fait, journalisme,
c'est pas un talent, ce sont des aptitudes, c'est des compétences. Donc c'est savoir écrire, formuler, savoir écrire, résumer, poser des questions, être curieux. Tout ça, c'est pas un talent, ça c'est des choses qu'on développe. L'exigence, la rigueur, la discipline, voilà, un souci d'honnêteté. En tout cas, on n'est pas toujours neutre, mais on peut à minima être honnête. Et je voyais pas trop ce qu'on pourrait m'apprendre dans une école de journalisme, et donc j'ai fait le choix de pas en faire. Voilà. Et puis après, faut assumer quoi. D'être autodidacte. Ça a été difficile du coup. En fait, ça a pas tant été difficile, c'est plus la pression qu'on se met. C'est pour ça que je comprends très bien ce que tu dis quand ce que ça a pu te créer comme déséquilibre entre guillemets de pas avoir le bac pour la légitimité que tu peux avoir vis-à-vis de toi-même pour l'écriture. Quand tu choisis des journalistes et de surtout pas faire une école de journalisme, bon, faut être irréprochable, en fait. C'est aussi ça que ça impose comme pression. Donc, ça destine, entre guillemets, à une forme d'excellence. C'est-à-dire qu'il faut apprendre seul et il faut qu'à aucun moment, tu puisses être prise à défaut sur quelconque point qu'il soit. Donc, ça suppose d'être encore plus en maîtrise du sujet que quelqu'un qui a fait une école et qui a pas à prouver qu'il sait faire, puisqu'il a fait une école. Donc, normalement, il a été formé pour ça. Et comment t'as tes premiers boulots si t'as jamais fait d'école? Comment tu arrives à ce petit pont-là? Un peu au bluff. En fait, les tout premiers, mes toutes premières expériences, c'est toujours dans la continuité, parce que j'avais fait France-Guyane, après en Guadeloupe au lycée, parce que France-Guyane, c'est quand j'étais au collège en Guyane. Quand on est arrivé en Guadeloupe, pendant mes années lycée, je participais à des forums jeunes pour RFO Radio. Et puis une fois que j'ai eu le bac et je suis arrivée à Paris, un de mes amis de l'époque, qui avait mon âge, qui venait d'avoir le bac aussi, avait une émission pour jeunes sur Média Tropical. Et donc, je travaillais avec lui sur cette émission. Et puis dans cette radio, j'avais rencontré des gens qui s'étaient dit, ah, elle est rigolote, cette petite, qui m'avait donné ma chance en me proposant d'être rédactrice en chef d'un magazine papier qui était moribond et qu'il fallait remonter. Donc j'avais eu à créer une équipe, une rédaction. J'avais 19 ans. C'est ça, c'est énorme. Bah ouais, mais en fait, je pense que j'étais assez, je devais être très attachante, très sympa, parce que je travaillais vraiment avec des journalistes confirmés, des pères de famille, des mères de famille. Je disais, non, tu vois, il faut que t'écrives plus nerveux, il faut que ça soit plus court. Je me revois leur disant ça, c'est ouf, alors que j'avais aucune expérience. Et ils le faisaient. Donc je pense qu'ils devaient se dire, elle a un truc, ça va être môme, quoi. Moi, j'adore, c'est ça qui est génial. C'est rigolo. Ouais. Il y avait un truc de cet ordre-là. Et puis, j'ai rencontré aussi Claudie Sierre là-bas à Média Tropical, qui m'avait aussi prise sous son aile pour bosser avec lui sur RFI. Enfin, j'ai eu plein d'expériences jusqu'à arriver en télé où je faisais aussi entre-temps du management d'artistes. J'ai managé Tania Saint-Val, Joël Ursule. Enfin, j'ai fait plein de trucs. J'étais hyper curieuse de tout. Je voulais faire plein de trucs. Enfin, voilà, j'étais tout en faisant mes études où on me voyait assez peu. Donc, j'avais 2 bonnes copines à la fac. Parce qu'une fois qu'on a fait une prépa, franchement, la fac, c'est un boulevard. Et j'avais 2 copines à la fac, je récupérais les cours et tout, et c'était marqué respiration, le prof s'assoit, donc je venais jamais. Elle mettait toutes les notes, et enfin, j'avais quand même mes partiels. Donc j'avais quand même vraiment appris à travailler. C'était ça l'avantage d'avoir fait prépa. Et un jour, on me propose de participer à un casting pour une émission culturelle, comme j'étais manager de chanteuse et tout. Et j'arrive dans cette chaîne, et le patron de la chaîne me voit arriver, il me dit non, toi tu viens pour le culturel, c'est ça? Je dis ouais. Il me dit non, toi tu vas présenter le JT. Ah ouais. Bon, ok. Donc c'était une toute petite chaîne qui était diffusée sur le satellite et qui avait pas encore commencé à émettre, donc c'était vraiment le lancement de la chaîne. Ce que je ne savais pas alors, c'est que quelqu'un avait déjà été choisi pour présenter le JT et cette personne a perdu son job au moment où je suis arrivée. Et ça m'a aussi donné une vraie leçon sur ce qu'est la télévision. C'est-à-dire qu'en télé, rien ne t'appartient. C'est-à-dire que c'est à toi aujourd'hui, puis demain, quelqu'un d'autre est arrivé dans l'immeuble et c'est terminé. Donc faut quand même toujours savoir que ça peut changer. Hein. Ton sort, tu peux jamais vraiment dormir tranquille. Tu peux être d'un côté ou de l'autre de la porte, oui, en fait. exactement. Et ça a été une expérience assez folle où j'ai aussi rencontré plein de gens. Et puis un jour, donc ça a duré quelques mois. Ensuite, j'ai bossé pour Canal France International, TV5 Monde, sur des émissions de sport notamment. Et le réalisateur d'une de ces émissions travaillait aussi à Turbo sur M6. Et j'étais absolument fan de voitures. C'est une des choses que j'ai de mon père, que mon père m'a transmise. Et un jour, en parlant, il me dit, ah, écoute, tu m'ennuies à me parler de bagnole tout le temps, bah, t'as qu'à postuler à Turbo. Ce que j'ai fait. Et à l'époque, j'avais envoyé un mail, je sais plus, parce que ça se faisait pas d'envoyer des mails à des gens qu'on connaissait pas. Parce que vraiment, l'époque a changé, c'était à 20 ans. Hein. À l'époque, on n'appelait pas les gens sur leur portable, on les appelait sur leur fixe. Le portable, fallait les connaître pour les appeler sur leur portable. Et je crois que j'avais envoyé un mail en prenant plein de précautions, tout ça. Bref, il m'avait rappelé. Et j'avais révisé, j'étais absolument incollable. C'est aussi ça quand on est autodidacte. Sur l'automobile, j'avais rencontré Dominique Chapat, qui m'avait reçu.
Pareil, je pense qu'il s'est dit, elle est marrante, cette petite. Je sais pas ce qu'elle nous veut, celle-là. Et l'entretien a duré 5 ou 6 minutes. Et ça s'est joué d'ailleurs sur un truc assez drôle. Parce qu'à l'époque, j'habitais à Vincennes. Il m'écoute raconter les taux de pénétration dans l'air et les CX et les époques des voitures et tout. Bon. Puis à un moment, il m'interrompt, il me dit, ah, vous habitez à Vincennes? J'ai dit oui. Il me dit, mais il y a toujours à la rue de Fontenay, machin, il y a la rue des Rigolos, il y a toujours à la rue de la Jarry. C'est vrai? Ouais. C'est drôle. Mais je dis, bah oui, toujours il y a la rue Guitmerde. Oui, bien sûr. Il me dit, mais j'ai habité 20 ans à Vincennes. C'est pas possible. Il me dit, bah allez, rendez-vous lundi en réunion de rédaction. Et je pense que si j'avais habité à Fontenay-sous-Bois ou à Montreuil, c'était mort. J'avais pas le job. Toujours à quoi ça tient? À quoi? À rien, en fait. Ça tient vraiment à rien. Et puis, une fois qu'on y est, après, c'est pareil. C'est bien de rentrer, mais il faut faire ses preuves. Il faut travailler et tout. Donc, voilà, il m'avait dit, mais vous avez déjà fait de longs reportages, et j'avais dit oui, bien sûr. Et à l'époque, je n'avais pas fait de longs reportages. Donc, c'est là où intervient le bluff. L'histoire du bac, moi, j'ai toujours dit que j'avais le bac plus 2 sur le CV, hein. Je racontais n'importe quoi. Et en fait, j'avais fait des portraits de sportifs, mais j'avais jamais fait de reportage. Ce n'est pas du tout, voilà. Ça n'est pas du tout la même chose. Et donc, je crois que c'était un jeudi, entre le jeudi où j'avais eu l'entretien et le lundi, j'avais passé mon temps devant la télévision à regarder des dizaines de reportages, à écrire comment ils étaient écrits, quelle était la structure, comment c'était fait un reportage. Pour que le lundi, je puisse proposer des reportages, partir en tournage, faire mon premier reportage, mais qui ne devait pas être mon premier reportage, et monter mon premier reportage qui ne devait pas être comme mon premier reportage, et donner le sentiment que vraiment, j'avais déjà fait plein de reportages avant. Et c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et ça a fonctionné. Eh ben, bien sûr, mon enfant. Et en plus, tu fais de la musique. Oui, exactement. Extraordinaire. Voilà. C'était le moment de bluff, mais quand on bluffe, faut vraiment assurer, quoi. Ouais, il faut. Parce que... C'est ça. Ouais. Et après, petit à petit, t'as bougé comme ça sur M6. Exactement. Après, ils m'ont proposé, je l'appelle ma maman de la télé, ça l'amuse toujours. Je suis pas sûre que ça l'amuse d'ailleurs. Je pense qu'il dit rien, mais c'est Vincent Régnier qui, Oui, peut-être que parce que mon papa de la télé, je trouve que c'est moi, alors qu'il était vraiment protecteur avec moi. C'est vraiment ma maman de la télé, Vincent Régnier, qui m'a repéré à Turbo. Et un jour, il est venu me voir en me disant, parce que je co-présentais Turbo à un moment, je faisais les news de l'automobile, etc. Et il m'a dit, écoute, je trouve qu'en interne, t'es pas assez exposé, on te connaît pas assez, on fait un casting, et j'aimerais beaucoup que tu le fasses. Alors, j'ouvre une parenthèse. J'avais travaillé déjà en interne à la rédaction nationale, donc quand il me propose de faire ce casting, c'était pour l'info. Et j'avais fait des mornings, des flash infos dans le morning, à l'époque de Zooméo. Donc c'était genre 2005, 2006, un truc comme ça. J'arrivais à la rédaction à 2h30, 3h. C'était l'enfer. J'ai détesté ça. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'ai retrouvé des images il y a pas très longtemps. À 7h, j'avais le visage encore comme ça. Puis c'était vers 9h que les traits de mon visage commençaient à se stabiliser. Ah, mais c'est bien Karine, c'est ça. Parce qu'à 7h, on n'était pas trop sûr que c'était moi. Et donc, j'avais fait mon Zandoli. Le Zandoli, c'est un petit lézard, on les appelle le Zandoli aux Antilles, en me disant, si tu bouges pas, personne va te voir. Et c'est exactement ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'à la fin de la saison, j'avais rien demandé à personne, je m'étais pas signalée, je me suis pas manifestée. Et la saison qui a suivi a enchaîné sans que personne ne me propose de refaire des flash infos. Et je me suis fait oublier, mais littéralement. Et donc, quand Vincent me dit, écoute, fais le casting en interne pour l'info, je me suis dit, le retour du flash info, quel enfer, je ne veux surtout pas faire ça. Et il insiste. Et donc, je finis par céder en lui disant, bon, de toute façon, ça m'engage à rien. Il me dit, mais bien sûr, ça ne t'engage à rien. Bon, ça se passe un samedi matin à 7h30, 8h. Donc vraiment, le truc que j'ai pas du tout envie de faire après une grosse semaine. Mais mon patron m'a demandé de passer un casting. Donc, je vais faire le casting. J'écris le JT, un JT, je sais plus ce que c'était. Je passe le casting en me disant, oh là là, j'ai pas envie de faire ça. Mais voilà. Donc, évidemment, quand on le fait sans pression, mais qu'on fait les choses consciencieusement, ça se passe très bien. Donc, on me rappelle, du coup, je me retrouve à faire des chroniques dans le JT, dans le 1945. Très vite après, on me propose de remplacer le Joker de Xavier Demoulin l'été, donc pendant les vacances de Xavier Demoulin. Donc là, on est 2010, 2011, et puis la saison suivante, Aïda Touiri, qui présentait le 12-45, est donnée partante, et il me propose de la remplacer. Donc en fait, ça se passe comme ça, sur un casting que je voulais pas passer. C'est fou la vie. Les horaires avaient changé. Oui, ça n'avait rien à voir. C'était pas sur des matinales. C'est très tôt quand même la conf de rédac du 12-45, mais c'était vraiment pas comparable pour le coup au Flash Info. Non. Et puis là, c'est un JT, alors que les flashs, c'est pas comparable non plus avec un JT national. Ouais. Enfin, vraiment, ça a été une aventure assez folle, quoi. Donc, et ça a duré 10 ans, parce que j'ai présenté le 12-45 de 2012 à 2022. Voilà.
C'est marrant, c'est vraiment l'émission de tout est possible, quoi. Et pourquoi tu as arrêté? J'ai arrêté parce que je sortais mon album. D'accord. Et parce que j'ai pris une année sabbatique déjà pour le défendre, parce que c'était pas compatible d'être du lundi au vendredi sur un JT et en même temps faire de la scène pour ce terrain, c'était pas possible. Et puis parce que vraiment ce que j'ai contenu très longtemps, qui était la musique, c'est absolument vital pour moi. Et je me rendais compte que je m'en rendrais malade en fait de ne pas pouvoir m'exprimer artistiquement. Qu'il fallait vraiment que je puisse chanter et que je m'exprime. Et ça supposait d'arrêter le JT. Voilà, et 10 ans, c'était bien. Ouais, et j'aime bien les cycles, en plus, et que 10 ans de JT, 10 ans d'info, c'était bien. C'était marrant, super. C'est encore un point commun, parce que finalement, tu l'as fait un peu tard. Oui, complètement, très tard. Personne fait un premier album à 45 ans, bientôt 38. Personne fait ça. Normalement, tu dis, bon, c'est fini, j'ai rêvé d'eux, je le ferai pas, tu passes à autre chose. Non, j'étais un peu entêtée, moi, je voulais le faire. Ah, mais c'est génial. Mais c'est comme toi. Bah oui, c'est vrai. Bah oui. Tu vois, premier roman à 48, moi, c'était 45, donc c'est très proche, quoi. T'as fait des gros coups de bluff, toi, comme ça, Valérie? Mais tu vois, pour le travail, quoi. Il cherchait un bac plus 18 pour être assistant de direction, machin, je le faisais croire. Hein. Mais par contre, c'est ce que tu dis, il faut être meilleur que les autres. Exactement. Tu peux mentir, parce que moi j'adore le mensonge. Je trouve que c'est bien, c'est drôle. J'adore et je trouve qu'il a beaucoup de vertus. Je pense que tout le monde n'est pas capable d'entendre la vérité. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont incapables de l'entendre, donc il faut savoir avec qui tu parles. Et mais là, du coup, tu t'excuses, toi, menteuse, tu vois. Tu dis non, je t'ai pas menti, pas de la vérité parce que tu pouvais pas l'entendre. Ouais, c'est vrai. J'adore. Mais c'est vrai qu'après, il faut travailler aussi bien que quelqu'un, voilà. Et ils se sont jamais rendus compte, du coup? Dans toute mon expérience, non, jamais. Ce qui importe, c'est d'être à la hauteur. Après, j'ai pas postulé pour être médecin, tu vois. Chirurgien, mais tu vois, dans le bureau, en fait, c'est une fois de plus encore une autre époque, mais qui est hyper importante. Je me suis formée toute seule sur Mac, Word sur Mac. Il faut savoir que ça, c'était il y a genre 30 ans. Il faut savoir que des gens qui savaient parfaitement écrire sur Mac, Word, il y a 30 ans, c'était vachement rare. C'était comme un diplôme. Oui, et c'est vrai, comme j'adorais faire ça. Je faisais beaucoup de missions d'intérimaire dans plein de bureaux différents, partout sur Paris, en région parisienne. Et c'était vachement rare. Donc, du coup, j'avais tout le temps du travail. Et voilà, et c'est une autre époque. Aujourd'hui, tu dis ça à un gosse, il est mort de rire. Mais à l'époque, il y avait pas beaucoup de gens qui savaient. En fait, c'est vrai que c'était comme avoir un diplôme. Bah oui, c'était dactylo, tu vois, de vraiment appris, savoir, taper à la machine, mettre en j'ai forme, appris mettre ça. en Au moins, page. l'école j'ai fait une première sur laquelle j'ai appris vraiment à écrire sur une machine à écrire. Les machines comme avant. Alors, un ordinateur, pour moi, aujourd'hui, je peux, par exemple, là, on a cette conversation, je peux écrire à toute vitesse en vous parlant. Ah oui, c'est ça. Donc, t'as gardé ce truc-là, ouais. Ça, c'est top. C'est une vraie chance. En même temps, t'es une femme. T'es une femme, donc tu sais faire 3-4 trucs à la fois. On est des mamans, donc voilà. Et quand t'écris, du coup, là, quand t'écris tes romans, t'écris à l'ordinateur ou à la main? Absolument tout à l'ordinateur. Mais vraiment depuis le départ, quoi. Je m'envoie des messages si j'ai une idée. J'ai un tout petit carnet. C'est toujours très paradoxal parce que j'ai un carnet avec 4 pauvres feuilles gribouillées et je fais des romans de 500, 600 pages. Mais c'est pour me souvenir de choses. Et là, comme par exemple le dernier, le prochain, celui qui va sortir, c'est vraiment, je pars de 1930 et jusqu'à 2010. Donc quand j'ai presque terminé de l'écrire, je me suis quand même fait ce que j'avais déjà fait pour Les Oubliés du Dimanche, le premier roman, une frise avec tous les événements très importants, les rencontres pour pas me tromper. Parce que mais je l'ai fait plus à la fin sur celui-là. Et tu gardes genre toutes les phrases coupées de tes romans, tu vois, ce que tu gardes pas mais que tu mets dans plus loin. Non. T'écris un truc, ça tu gardes pas. OK. Tu t'encombres pas, faut pas s'encombrer. D'accord. Ouais. Et on peut dire le titre quand même de ce... Bien sûr, il s'appelle Tata, comme une tante. C'est une nièce, c'est une tante racontée par sa nièce. C'est hyper beau, mais c'est encore l'histoire de femmes. Du coup, il y a souvent dans tes Entre autres, romans des femmes comme ça, et des générations qui se rencontrent. Moi, je trouve ça passionnant. Oui, c'est l'histoire d'une femme qui parle de cette tante qui était cordonnière, qui était fan de football, parce qu'elle a grandi à Guignon, et j'ai envie de dire que dans cette petite ville de Saône-et-Loire, on est tous nés... on n'avait pas le choix. Avec une passion pour le foot. Bah oui, parce que c'est vraiment le foot et l'usine qui est très importante, qui a été très importante, qui est toujours au niveau de l'usine, mais plus du tout du club, marchait main dans la main. Ce qui fait qu'il y avait les moyens de faire venir ce qu'on appelait des semi-professionnels dès les années 60. Donc c'est une ville qui a grandi, qui a fini en première division.
dans les années 2000, qui a gagné contre le PSG, la Coupe de la Ligue. Donc voilà, c'était une ville très importante pour le football. Et en naissant là-bas, en grandissant là-bas, il y avait des stades partout. Tous les garçons faisaient du foot en gros, hein, un peu de rugby, et nous les filles on faisait de la gym. Mais le sport était présent, c'était obligatoire. Et voilà, j'avais envie de faire je me sers toujours sur des prétextes, je me sers toujours d'un contexte pour parler de gens. Et là, je voulais parler d'une femme qui est cinéaste et qui reçoit un coup de téléphone de la gendarmerie de Guignon pour lui annoncer que sa tante vient de mourir. Or, cette tante unique est déjà morte il y a 3 ans. Donc, elle le savait qu'elle était morte, cette tante. Ah oui, bien sûr, tout le monde le savait. Elle a été enterrée il y a 3 ans, donc elle dit aux flics, mais non, vous faites forcément une erreur. Ma tante Colette Septembre est enterrée depuis 3 ans au cimetière de Guignon, et on lui dit non. Il y a ses papiers d'identité près d'elle, il y a votre numéro de téléphone. En tout cas, la personne qui est décédée semble être votre tante, il faut venir reconnaître le corps. Et à partir de là, j'ouvre à peu près 1000 tiroirs. Ah bah ouais. C'est génial, mais je veux lire ce livre. Je vais te l'envoyer. Ça va plaire à Lilian aussi. C'est pour vous. Génial. J'avoue qu'on a encore un point commun. Oui, mais il y a beaucoup votre de livre de chevet. Votre livre de lire. Oui, mais je vais le lire. Excellent. Je dis ça, je fais souvent la lecture à mon mari. Il adore ça. Ouais. J'ai une passion donc pour la littérature et il se met à côté de moi. C'est nos plus beaux moments, je crois. Ça fait vraiment partie, ça a toujours été. Et je lui fais la lecture de choses. Quand j'ai un coup de cœur pour un roman, je veux le partager. Et donc du coup, je le lis. Et après je lui relis, ou alors j'ai 2 marque-pages, celui que là où j'en suis pour lui et là où moi j'en suis. Ah, excellent. Ouais. Lui, Lilian, il adore lire. Il adore lire, il adore la poésie. Il me lit souvent, lui, des choses à haute voix. Donc c'est rigolo. Parce que moi, je fais moins, mais lui, il le fait. C'est drôle. Ouais, lui, il le fait beaucoup. Il aime les textes. C'est de lire. Ben oui, exactement. Le roman de Valérie. Ouais. C'est drôle, c'est fun. Et là, donc, tu parles d'une femme cinéaste, et toi, t'as fait des scénarios, donc voilà, du coup, tu t'es partie aussi de toi par rapport à la scénariste que tu es. Je suis partie, donc moi, j'ai rencontré Claude Lelouch en 2006 et j'ai commencé à travailler avec lui d'abord comme photographe de plateau et ensuite comme co-scénariste, 2008-2009 à peu près. Mais réellement, le vrai gros premier travail d'écriture que j'ai fait pour lui, c'était pour écrire un scénario pour Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Sandrine Bonner, un film qui s'appelle Salon on t'aime. Et là, j'ai écrit pendant 2 ans et c'était ma meilleure école. Alors ça, c'est la meilleure école du monde. C'est-à-dire qu'à l'époque, Claude il vit à Paris, mais moi j'étais encore en Normandie parce que mes enfants étaient encore scolarisés en Normandie. Donc en gros, il partait 3-4 jours dans la semaine, il me retrouvait le week-end et moi pendant 2 ans, j'ai écrit ce scénario qui a été une école extraordinaire et du coup, je le fais, j'accélère, mais en gros, juste avant de tourner, Claude a convoqué son premier assistant et sa script et ils ont tout changé, mais il a toujours fait ça. En fait, c'est un homme qui travaille sur des choses qui sont extrêmement structurées, écrites, mais il improvise. Et donc, il ne supporte pas tout ce qui est très cadré. C'est pas la vie pour lui. Et du coup, c'est pas la vie pour lui, sauf que moi, j'ai mis beaucoup, beaucoup de mon cœur et je portais depuis très longtemps un roman. Et du coup, quand il a fait le film, c'est un beau film où Johnny, il est extraordinaire. Enfin, tout le monde est incroyable. C'est l'histoire d'un photographe de guerre qui décide de changer de vie très, très tard dans sa vie et le meilleur ami le rejoint et le meilleur ami fait un mensonge aux 4 filles de ce mec-là, il a eu 4 enfants avec 4 femmes différentes. Il ment aux 4 filles et elles viennent voir leur père à la montagne. Et après, voilà, ça engendre plein de choses. C'est un peu aussi, il y a un petit peu une ligne polar dans ce film. Et on l'a fait. Et quand Claude a fini de faire ce film, de le filmer, j'ai eu 6 mois de ma vie où j'ai pu, pour la première fois, ne faire qu'écrire, ce qui ne m'était jamais arrivé. Donc, comme je portais ce roman depuis extrêmement longtemps, depuis les années 1999, je crois, je l'ai écrit, je l'ai fini. Et ça, c'était en 2013. Et je l'ai envoyé à quelques amis, en étant absolument sûre qu'ils me diraient, faut changer ci, faut changer ça. Sauf qu'ils m'ont tous dit, tu l'envoies tout de suite à un éditeur. On parle des Oubliés du dimanche. On parle des Oubliés du dimanche, mon premier roman, que j'ai envoyé chez Albin Michel à un monsieur qui s'appelle Richard Ducousset, qui est directeur éditorial chez Albin Michel. Et 15 jours après, toute la maison l'avait lu et ils m'ont fait signer Donc, je l'ai même pas envoyé ailleurs, en fait. J'ai toujours travaillé avec Albin depuis le départ. Excellent. Donc, c'est très beau. Voilà. Et ça a pas changé. C'est pas celui-là qui a changé ma vie, parce qu'il y a toujours un moment où ça change ta vie. Moi, j'ai quand même un avant, un après. Mais Les Oubliés du dimanche a été extrêmement reconnu par tous. J'ai eu 13 prix littéraires pour un premier roman. Et puis, il est encore... Et ça a pas changé ta vie, ça?
Alors déjà ça change la vie, mais surtout je me suis rendu compte que ça avait changé la vie de beaucoup de lecteurs. Et que eux, quand je les voyais dans les rencontres, ils me disaient bon, madame, je vous en supplie, continuez à écrire, ça nous fait trop de bien. Du coup, j'ai pris cet amour-là et là j'ai écrit Changer l'eau des fleurs et là on peut dire que ça change une vie et la vie de beaucoup de gens dans le monde. J'ai fait le portrait d'une guerre de cimetière. Personne n'avait jamais pensé à ça. C'est incroyable. Hein. Franchement, moi, je l'ai lu, je l'ai. Et ça a changé ma vie, mais ça a changé la vie de. Je sais pas combien. Je n'ai jamais les chiffres parce que je m'en fous. L'autre jour, Claude me posait la question. T'as vendu combien d'exemplaires de 3 en France? Je suis incapable de répondre. Je suis pas du tout sur les chiffres, mais je suis sûre que Changer l'eau des fleurs, c'est des millions dans le monde. Et c'est le portrait d'une femme qui parle de la vie, de la mort, qui ouvre les grilles, qui referme les grilles et qui raconte des anecdotes qui se passent dans son cimetière. Et avec le temps, dans le roman, on découvre ses propres secrets. J'en ai la chair de... Mais moi aussi, j'ai la chair de... Ouais, mais je ne vais pas du tout attendre que tu me les envoies. Je vais aller les acheter en sortant d'ici. Donc, c'est vrai que Changer l'eau des fleurs, pour le coup, c'est universel. Ça a rencontré un succès. Et ça continue. En fait, c'est ça qui est beau aussi dans mon parcours, je crois. C'est que mes livres, ils continuent tous les jours encore... c'est ce que me disent les libraires. Hein. Moi, ma libraire des Abbesses me dit tous les jours, on rentre, on me dit est-ce que vous avez celui-là de Valérie Perrin, est-ce que vous avez celui-là. Et puis voilà, j'en ai fait que 4. Je n'ai écrit que 4 romans, mais c'est très rempli et c'est magnifique ce qui m'arrive. C'est pour ça que je parlais du miracle dès le début. Parce que ça c'est un miracle. Quand tu écris une histoire universelle qui va être adaptée au cinéma, Changer l'eau des fleurs par Jean-Pierre Jeunet. Super. Voilà. C'est Jeunet qui va le faire. C'est Jeunet qui va le faire. Voilà. C'est beau. Voilà. C'est prêt. Donc, je pense qu'ils vont le tourner l'année prochaine. Après, ce que je trouve génial, c'est que tes livres, ils sont hyper cinématographiques. Alors, par contre, c'est ça. Vraiment, Les Oubliés du dimanche, moi, je l'ai lu. Et franchement, c'est vraiment du cinéma. J'ai l'impression parce que moi, je dialogue beaucoup. Je suis pas une grande lectrice, mais en fait, je pense que là aussi, ton secret, c'est que tu atteins les gens qui lisent beaucoup comme les gens qui ne lisent pas trop, tu vois. Ma tante, elle dévore des livres, elle a tous tes livres, et moi qui lis très peu, tu vois, je dévore tes livres aussi. Donc en fait, t'arrives à toucher tout le monde. On sent que je viens du scénario, et parce que je dialogue beaucoup, et que dans mon esprit, je ne pense jamais en chapitre, mais en scène. D'accord. Okay. Donc voilà, c'est une manière d'écrire, même si c'est, je pense, littéraire, c'est extrêmement dialogué, c'est très visuel, et j'ai fait beaucoup de photos aussi, et du coup, je suis une femme d'image. Et on le sent parce que là, quand tu racontes un petit peu ce qui se passe dans Changer l'eau des fleurs, on suit avec toi. J'ai les images qui me reviennent de quand j'ai lu le livre, je revois comme si j'avais vu un film. C'est fou. Qui marche entre les tons, On se fait tous, quand on lit un livre, nos propres images. C'est ça qui est beau. Bien sûr, oui, c'est vrai. Et là, en le disant ça, j'ai les propres images, mes images qui me sont revenues, comme si j'avais vu le film, en fait. C'est fou. Et on peut faire un petit focus sur 3. Alors, du coup, comme on a parlé des autres 3 aussi, magnifiques. Et ça aussi, ça a été un 3, c'est l'histoire de 3 amis d'enfance. Il y a toujours un fond de polar, de plus en plus, en fait, dans l'écriture. Ce sont 3 amis d'enfance qui se sont rencontrés, en CM2. 2 garçons, une fille, qui ne se sont jamais quittés, qui ont grandi ensemble, les 3 doigts de la main. Et quand on est au présent, il y a un fait divers. On ressort une voiture d'un lac dans lequel il y a un corps. Et à cause de cet événement, ils vont être obligés de se reparler. Mais ce qu'on va découvrir, nous, lecteurs, c'est pourquoi ces 3 gosses qui se sont tellement aimés, qui ont 40 ans aujourd'hui, pourquoi ils se parlent plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et pareil, je remonte... c'est une 4e personne, c'est une 4e narratrice qui raconte l'histoire de ces 3-là qu'elle a très bien connus. Et puis, petit à petit, on va découvrir la vérité. J'en ai des frissons. Et alors, celui-là, il y a une grosse jusqu'à la fin, il te tient. C'est incroyable, quoi. Mais vraiment, alors celui-là, pas la fin. Ah bah non. Attention, hein. Jamais. Non, mais par contre, ça, c'est vraiment le roman où tu peux faire des nuits blanches. C'est-à-dire en fait, il faut trop que t'arrives, il faut trop que tu saches. C'est là où justement, effectivement, il y a du suspense et du thriller. C'est que j'aime bien ça. Vraiment, ça te maintient, quoi. C'est incroyable. J'aime bien construire des histoires où les gens se posent beaucoup de questions. Bah alors celui-là, je pense que c'est le pire. Franchement, non, c'est Tata le pire. Ah ouais? On va découvrir ça. Et l'idée de Tata, justement, comment elle vient? Est-ce qu'on a le 4e roman? Comment est-ce qu'elle vient, cette idée? En fait, l'idée, elle naît, un jour, je suis à la piscine comment elle s'appelle cette piscine? C'est une vieille piscine, à l'Isle-Adam. Avec Claude, un dimanche après-midi, on fait toujours un pèlerinage là-bas, une fois par an, on va se baigner là-bas, et j'entends un petit garçon qui appelle sa tante Tata, et là ça me fracasse le cœur, ça part de là. Mais c'était il y a très longtemps, c'est bien avant d'avoir écrit 3, où j'étais en début du processus de 3. J'ai besoin de penser longtemps un roman avant de l'écrire.
Donc, je l'y pense pendant 1 an, 2 ans. Donc, ok, Tata. Donc, c'est qui? J'ai envie de parler de Guignon. Je veux fermer ma parenthèse bourguignonne parce que je voudrais après me déplacer mes romans plus dans le sud de la France, du côté de Marseille. Donc, je me dis, il faut que je fasse ça y est, il faut que je parle de Guignon. Il faut que je parle donc de la ville, de toutes les colonies qui sont arrivées. Donc, il y a eu d'abord les Algériens, après la guerre d'Algérie, ensuite les Polonais, les Portugais, tous ces gens, on a tous grandi ensemble grâce à cette usine qui a embauché beaucoup de monde. Donc je voulais parler de ça, je voulais faire le portrait d'une femme, je voulais absolument faire le portrait d'un cinéaste. Je voulais faire le portrait, un mélange de Claude Lelouch, mon mari, et de Jean-Pierre Jeunet, tu vois, un petit garçon qui aurait grandi, qui serait allé en vacances chez cette tante. Et puis un dimanche, je me suis retrouvée chez Michel Legrand à la campagne et je rencontre Agnès Jaoui que j'adore. Et je me dis, dans la même phrase, t'as 2 noms de gens que j'adore. Ouais. Et Agnès Jaoui, je me dis, mais Valérie, il faut pas du tout que ce soit un cinéaste, il faut que ce soit une cinéaste. Il faut que ce soit une femme qui parle de sa tante. Et parce que je vois Agnès, je décide d'ailleurs d'appeler ma narratrice Agnès et de me dire, faut que ce soit une cinéaste en fait. Et heureusement, mon Dieu, heureusement. Et là, j'ai construit tout au fur et à mesure, mais avec plein de... Je pars toujours sur des gros romans, ça c'est sûr. Je fais pas exprès, mais c'est comme ça. Par contre, j'ai toujours des moments intenses, tu vois, des moments. Il y a des moments qui sont très importants, donc je pars sur 3-4 moments qui vont être des révélations, et puis je construis au fur et à mesure. Et puis ça c'est dure très longtemps, compliqué à expliquer en fait. Je peux pas expliquer le processus. Et tu t'enfermes, du coup, tu pars à la campagne, tu t'enfermes. Il faut vraiment que tu mettes des je pars pas à la règles campagne forcément, mais en tout cas je m'enferme et j'écris. C'est quoi ta routine? 2 ans et demi, 3 ans d'écriture tous les jours. Mais c'est genre 4 heures du matin. Je dirais alors, environ 9h, 13h. Mais tous les jours. Ouais. C'est à une peu près, discipline ou pas? À peu près. Ou un besoin? C'est comme ça. De toute façon, il faut que j'aille. Non, mais parce qu'il y a des jours où parce que pour moi, il y a une vraie différence entre la discipline et la fulgurance, entre guillemets. Non, c'est la discipline, c'est que parfois t'as pas envie, mais tu vas quand même le faire. J'ai pas envie. Donc c'est de la discipline. Ouais, c'est de la discipline. Et pour celui-là, pour la première fois, sur les 4, je le rouvrais à 18h et je me remettais à écrire le soir. La discipline, c'est vraiment la liberté pour le coup. Ouais. On arrive au bout de rien sans discipline, ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça fonctionne pas. Parce que t'écris pas le soir. Non, j'écrivais pas, mais là, Tata, le soir, j'écrivais. De 18 à 20h, je relisais et ouais. En fait, c'est 9h, 13h. En gros, 18h, 20h, pendant 3-4 ans. Là, pendant 2 grosses années et demie. C'est juste parce que les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte, en fait, quand on écrit. De la masse de travail. Pendant 2 ans et demi, tu parles, enfin, tu vis, tu parles, tu t'occupes, mais en vrai, tu es ailleurs quand même, tu es dans un autre monde. Mais c'est vrai pour tout. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour la musique, pour un film, pour une série. Vous êtes comédienne, vous le savez aussi. C'est-à-dire que d'un texte, il t'accompagne pendant des années. Tu travailles longtemps dessus, tu le tournes, tu le montes. La musique, les chansons, elles te viennent. T'as des petites bribes, tu travailles dessus. Enfin, les musiciens, ils ont consacré leur vie à leur instrument, plusieurs heures par jour, pendant des années. Les gens se rendent jamais compte de ça, en fait. De ce que quand tu vas voir un mec sur scène, en fait, sa guitare. Ça a l'air tellement facile que toi, tu c'est facile parce que il a passé 3 millions d'heures dessus. Et que là où les gens, ils vont dans des fêtes, ils ont le temps de se prendre des cuites. Lui, il fait pas ça, en fait. Lui, il travaille son instrument. Donc, c'est tout ce qu'on met dans un instrument dans un roman, dans un sport. C'est tout ça qui est bouleversant, en fait. Quand les gosses, ils sont au tennis ou au foot à 14 ans et que tous les copains commencent. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que ça décroche. Complètement décroché. Tout à fait. C'est à l'adolescence. J'ai remarqué. C'est le plus dur. C'est là où t'es éprouvé, en fait. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tout le monde a des petits copains, des copines, tout le monde commence à faire des fêtes et toi, t'es à l'entraînement. Avec ton coach. Et toi, Karine, ton processus de création, c'est quoi là pour la musique? Ah, c'est du même ordre. Alors c'est rigolo parce que donc là je travaille sur le 2e album. Je m'étais fait la promesse de ne pas arriver avec un premier album qui soit un album de reprise. Je ne me suis pas du tout écoutée. Parce que le premier album est consacré à Nina Simone. C'est incroyable, il est incroyable d'ailleurs. Il est, merci beaucoup. Alors c'est rigolo parce que tu vois, moi j'étais dans une position particulière, c'est-à-dire que autodidacte, journaliste et chanteuse, illégitime évidemment parce que jamais personne ne savait vraiment que je chantais. J'ai toujours chanté, je faisais des clubs de jazz, etc. Mais je n'en parlais pas. Et puis surtout, je deviens chanteuse entre guillemets professionnelle, en tout cas publiquement,
Après avoir été connue comme journaliste, donc tout le monde se dit c'est impossible qu'elle sache chanter celle-là. C'est une blague quoi, c'est pas possible. Et puis on t'a catalogué journaliste, en plus journaliste, sérieux, femme de qui chante Nina Simone, mais quelle folie en fait. C'est et faut en plus, vraiment. Elle a présenté le turbo. Enfin vraiment il y a rien qui allait. Rien ne va dans le CV. Tu regardes rien ne va. Faut cocher toutes les cases, toutes celles-là normalement c'est disqualifiant, ça passe pas. Et en fait ce qui était alors pour avant de répondre au processus de création, ce qui était amusant, c'était justement d'aller à la bagarre entre guillemets. Je suis pas du tout compétitrice, moi je suis pas comme ça. En revanche, je m'aperçois que j'aime vraiment bien la bagarre et que finalement, quand t'es une femme et que t'es une femme noire, personne ne t'attend. T'as jamais rien à perdre en réalité. Donc autant courir le plus de risques possible, je m'entends quand je dis ça, autant réaliser tes rêves parce que de toute façon, ils se réaliseront pas tout seuls et qu'on t'ouvrira pas les portes. Donc il faut que tu fasses exactement ce que tu veux faire. Et ça m'a toujours guidée. Alors pour revenir sur l'histoire de ton roman qui m'a fait penser justement à ce premier album. Donc ce premier album, il a été c'est Dominique Fillon qui est un vieux copain qui est pianiste de jazz que j'ai rencontré depuis 20 ans. C'est avec lui d'ailleurs que je suis montée sur c'était une toute petite scène, un cave Cons dans le 18e que j'ai chanté pour la première fois. Et il me dit écoute, j'aimerais vraiment faire un album hommage à Nina Simone avec toi. Et on commence à bosser sur ce projet-là. Et puis, je vous fais vraiment long story short. Donc, on va directement au producteur qu'on rencontre. Et ce producteur, il avait dit à des gens, avant de venir écouter les maquettes, bon, franchement, je me suis mis dans un bourbier, une vedette de la télévision qui chante Nina Simone. Enfin, quel enfer. Je dois aller écouter les maquettes, je vais leur dire, écoutez, refaites-moi ça en si bémol, et puis ça, changez-moi ça en la mineur, et puis je les reverrai dans 6 mois ou je les reverrai jamais. Bon, donc il était arrivé dans cet état d'esprit quand il est venu écouter les maquettes. Et il y avait 9 chansons qu'on avait maquettées. Donc les 3 premières, la 3e, je vois qu'il commence à me regarder. Puis la 4e, il commence à se tourner, il était sur un siège qui tournait, donc c'est vraiment une image qui me reste. Puis à la fin, à la 9e chanson, il était complètement face à moi, il me dit d'accord, mais j'avais pas du tout compris en fait, c'est complètement abouti, c'est vachement bien, bon on va le produire. Et en fait on n'a pas eu à faire le tour des maisons de disques parce que justement il l'a produit tout de suite. Mais après ça a été le début d'autre chose puisqu'il fallait aussi qu'on soit bien accueilli par les festivals, par les médias jazz, enfin voilà, c'était toute une aventure. Donc mes équipes elles ont dû faire des écoutes à l'aveugle pour qu'on ne sache pas du tout qu'il s'agissait de moi et qu'il n'y ait pas de présupposés, parce qu'il y avait vraiment 2 réactions différentes. Ceux qui savaient et qui avant même d'écouter disaient ça casse pas 3 pattes à un canard, hein, franchement. Et puis ceux qui savaient pas et qui disaient mais c'est génial, mais c'est incroyable, mais c'est qui cette chanteuse? Bon, donc voilà, fallait trouver son chemin dans tout ça. Et ce qui est très heureux, c'est que le jazz étant une musique très ouverte, très curieuse, protéiforme, parce qu'il y a plein de courants dans le jazz, j'ai vraiment bénéficié de ça. C'est-à-dire que les gens du jazz ont cette curiosité, se sont dit ah ouais, t'as toqué à la porte, t'as des trucs à raconter. Bon allez, on va voir ce que t'as le ventre. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont vraiment venus en toute sincérité écouter. Et puis finalement, j'ai réussi à les convaincre et ils m'ont accueilli. Donc ça, c'est chouette. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, j'abordais le 2e album en me disant ça va être facile, j'écris depuis super longtemps, j'ai des chansons qui ont 15 ans, 20 ans, 25 ans, j'ai qu'à ouvrir les tiroirs et en fait, c'est pas du tout ça. Parce que je suis pas du tout celle que j'étais avant. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. J'ai pas du tout envie de raconter. Les tiroirs, non, j'ai plus du tout envie de chanter ça. Mais oui, je suis plus du tout la même personne. Il y a tellement d'épreuves que j'avais pas traversées, il y a plein de larmes que j'avais pas versées, il y a plein de choses que j'avais pas comprises, il y a des douleurs fondatrices que j'avais pas expérimentées, des bonheurs essentiels que j'avais pas ressentis. Donc évidemment, je repars de zéro en fait. Donc il y a peut-être 1 ou 2 chansons d'avant qui vont survivre, mais c'est pas du tout là-dedans que je vais me servir aujourd'hui. C'est vrai que j'ai plein d'autres choses à raconter et c'est très marrant parce que moi je suis souvent réveillée dans la nuit par des mélodies. Donc parfois sur mon dictaphone il y a plein de avec ton mari qui danse. Donc je m'efforce ensuite à rechanter bien. Et puis parfois j'ai tellement la flemme parce que le sommeil est tellement bon que je me dis bon tant pis, elle reviendra après. Et puis ça vient me chercher dans la journée. Et quand la mélodie revient plusieurs fois sur plusieurs semaines, je me dis ah elle a un truc alors parce que je la retiens, sinon ça disparaît, ça revient jamais. Un peu comme un rêve, on essaie de l'accrocher et puis on n'arrive plus à le saisir. Donc il y a de ça. Il y a des chansons que je très longtemps à maqueter moi-même, parce que je passe d'abord par la phase de mes propres maquettes avant
de travailler avec des musiciens, parce que je la laisse mûrir, je la laisse grandir, et je trouve ça très agréable de voir le plaisir que je peux encore avoir avant de l'enregistrer, à la chanter, avant même qu'elle existe. Je me dis ah ouais, elle est bien celle-là, et puis j'attends encore. Enfin voilà, donc c'est très long, et puis c'est toujours à la fois c'est long, et puis parfois c'est très rapide. Quand sur l'album Nina, il y a des interludes que j'ai écrits. Pour moi, il y avait dans les cultures afro, l'invisible est très important. Il est très présent, en fait. En tout cas, culturellement, on accorde beaucoup de sens à tout ce qu'on ne voit pas et qui a pu exister, qui existe encore, pour nous, en tout cas. Et pour moi, Nina Simone, même si elle est plus parmi nous, mais c'était important que je me présente à elle et que je lui demande l'autorisation de chanter ses chansons. Ce que j'ai fait. Et que j'appelle, alors chez nous on dit Tati, on dit pas Tata, on dit Tati. Donc c'est Tati Nina. Ouais. Voilà, et donc je l'appelle Tati. Et quelquefois d'ailleurs, c'est rigolo, on appelle ça des manifestations. Alors les plus cartésiens diront n'importe quoi, c'est un hasard. Mais on choisit de l'interpréter. Ouais, et on est très dans l'invisible. Ouais, voilà. Et au Sunside, où j'ai fait 3 concerts en septembre dernier, l'année dernière, en 2023, il y avait des portraits d'artistes de tous les grands du jazz. Et il y avait un portrait donc de Nina Simone. Et quand on faisait les répétitions, on venait d'arriver, il y a un portrait qui est tombé. Bam, c'est une Nina. J'étais sûre que t'avais vu. Donc on s'est tous arrêtés en disant putain, Tati est là. Donc précautionneusement, j'allais chercher son, je lui ai parlé, je dis bon, j'espère ça va, ça te convient. OK, bon, on continue. Et quand j'ai écrit les interludes qui étaient vraiment sur elle, en fait, j'avais envie de l'éclairer autrement, de parler d'elle, de contextualiser un peu les chansons. C'est venu très simplement et très rapidement. Alors, est-ce que c'est de la méditation, de la connexion, j'en sais rien. Je sais pas comment expliquer l'inspiration. Je sais pas si ça s'explique, en fait. Parfois, il y a des choses qui viennent de très loin, et puis parfois c'est évident et c'est un robinet, en fait. Donc, je sais pas. C'est le processus de création. Pour moi, tout est bon à prendre. Autant ce qui m'arrive dans la nuit que un bout de choses. Parfois, j'entends au loin quelque chose qui n'est pas du tout la chanson qui passe, mais j'entends autre chose et ça donne naissance à quelque chose. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment dire. C'est comme cuisiner et se dire faire des plats qui n'existent pas. En disant ah ben tiens là aujourd'hui j'ai envie de manger ça, il y a des champignons, je vais faire venir un tel truc. Ça n'existe pas. Mais vous suivez quelque chose qui est là. Voilà. Ou alors tu dis tiens je vais faire des champignons et puis t'entends quelqu'un qui parle d'asperges, je dis tu dis ah bah tiens ouais bah, je vais des asperges. Ouais. En fait c'est tout ce exactement qui c'est la connexion à tout ce qui est autour de et il y a l'expo qui va ouvrir là sur le surréalisme à Pompidou, et c'était intéressant parce que j'avais jamais eu une lecture, elle est vraiment très 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 dense cette expo, je vous la recommande, mais elle est vraiment dense, et il y a aussi cette part là dans l'expression du surréalisme, le lien avec le rêve, le lien avec l'invisible, avec toutes ces choses qui sont a priori complètement confuses, qui sont pas du tout homogènes, mais dont émerge quelque chose d'absolument merveilleux. Et le surréalisme, je trouve que finalement, je crois qu'il représente bien ce qu'est l'inspiration. Voilà. C'est intéressant. Non, mais surtout, c'est super intéressant parce que tu nous as dit juste avant, sans discipline, il se passe rien. Donc, en fait, comment tu imbriques la discipline? Parce que, en fait, la discipline, la discipline, c'est la liberté. Oui, la discipline, c'est la liberté parce qu'il faut, on n'atteint pas d'objectif sans discipline. C'est impossible de se réaliser sans discipline parce qu'il faut travailler, il faut s'améliorer. Tu mets pas seulement 2 ans à écrire un bouquin, parce que t'écris, puis t'es pas satisfaite, puis tu réécris, et puis tu trouves qu'on comprend pas assez bien, donc tu réécris, jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose, à une essence, une substance, mais il faut travailler pour ça. Donc si elle se dit, bah tiens, comme un régime, là aujourd'hui j'arrête le sucre, et puis et puis demain, ah ça va, demain, je reprends le régime demain, on les perd pas les 3 kilos. Jamais on les perd. On ne les perd que si on a de la discipline. Mais on gagne en excellence que si on a de la discipline, que si on travaille, qu'on retravaille. Quand on voit les sportifs, c'est tellement simple, ou les artistes, les chanteurs, on a l'impression qu'ils se réveillent le matin et qu'ils le font. C'est parce que justement, quand ils se réveillent le matin, ils le font tous les jours. Qu'à un moment, ça a l'air facile et que chacun pense qu'il peut le faire. Puis c'est quand on s'y frotte qu'on se rend compte que c'est pas du tout comme ça. C'est des milliers et des milliers et des milliers d'heures. Et c'est ce que j'ai ce qui a pu m'aider, c'est qu'en effet, comme je travaille la musique depuis très longtemps et que je chante depuis très longtemps, j'ai eu un parcours très compliqué, non, mais assez banal pour un artiste, en fait. Il y a eu plein de rendez-vous manqués. J'aurais dû sortir mon premier album en 2003, donc il y a plus de 20 ans. Et puis ça s'est pas fait, et puis des promesses non tenues, et puis des mésaventures. Enfin bon, bref, vraiment un parcours d'artiste assez banal.
En revanche, je suis restée très entêtée, mais dans mon entêtement, j'ai toujours travaillé avec beaucoup de discipline. Et quand ces dernières années, je trouvais que les choses bougeaient pas, je me disais, OK, pour que ça change, il faut que tu changes les choses. Donc, il faut que tu te mettes en mouvement tout le temps. Tous les matins, je me réveillais, je faisais des veilles musculaires, je prévoyais ma journée, etc. De la discipline. Sinon, ça bouge pas. Il se passe rien. On ne s'améliore pas. On ne grandit pas. Et on n'aboutit rien sans discipline. Ou alors, on est soumis aux opportunités. Mais alors ça, c'est aléatoire. Ouais, c'est aléatoire. Ça marche ou ça marche pas. On a eu de la chance, waouh, super. Et puis après, si en fait on peut pas keep up avec la discipline, ça fonctionnera pas durablement. Donc il faut de la discipline. On ne sortira pas de ça. Ça marche pas autrement. Et là, toi, Valérie, tu te laisses combien de temps sans discipline? C'est-à-dire que là, ton roman va sortir. Est-ce que tu es déjà programmée sur le 5e? Parce que là, je suis avec vous, là, mais normalement, je vais écrire. Non. Tel que vous voyez là, moi, Valérie Perrin. Un an et demi que je prépare le prochain, mais dans ma tête. Ouais. Et puis là, la discipline, c'est que je passe mes journées entières avec les attachés de presse province, attachés de presse Paris, les libraires, pour prévoir tout ce qui va se passer d'ici la fin de l'année. Donc, je ne n'arrête pas. Mais tu as déjà dans ta tête le 5e. Il faut être disponible pour écrire. Oui. Comment je suis disponible d'ici la fin de l'année, c'est impossible. Ça me fait toujours écho. Je dis, faut écrire, hein. Non, parce que monsieur, madame, si je suis là, devant vous, en train de signer, j'écris pas. Non. Bah oui. Il faut avoir fini. Et là, j'attaquerai l'année prochaine. Ouais. Mais tu sais déjà où tu vas aller, t'as des idées, ouais. J'ai le titre, j'ai tout. Ça, c'est Par génial. contre, j'aimerais beaucoup adapter Les Oublis du dimanche au théâtre. Ah oui. Donc, je voudrais faire ça avant d'attaquer le 5e roman. Ouais. Et est-ce que pour le changer l'eau des fleurs là en film, est-ce que tu vas le scénariser comme t'es scénariste aussi, ou est-ce que tu délivres Ah non, moi une fois que j'ai cédé les droits, je veux plus m'en mêler. Après, je suis extrêmement proche de Jean-Pierre, donc il peut m'appeler s'il a une question. C'est fini, il a fini d'écrire, mais s'il avait une question par rapport à tel personnage, il m'appelait. C'est beaucoup plus simple, comme ça. Et quand il a eu terminé son travail, il l'a refait dialoguer par Guillaume Laurent, qui est son scénariste de toujours, depuis même avant Amélie Poulain. Voilà, qui est un super scénariste. Mais de toute façon, c'est ce qu'il me dit. Je vais pas aller chercher ce qui existe pas, puisque tout existe dans le roman. Oui, donc c'est quand même très proche du roman. Après, c'est un gros roman. Il faut le transformer en 2h15, 2h30 grand maximum, parce que c'est pour le cinéma. Donc il faut raccourcir, il faut faire des choix. Mais en gros, c'est déjà très dialogué, c'est déjà très visuel. Donc je pense qu'il a tout. Après, il amène son univers, sa patte, il amène autre chose. Il développe un des personnages qui est Julien Seul. C'est un flic qui débarque dans ce cimetière justement. Et c'est par lui d'ailleurs que la vérité va éclater, parce que sa maman veut reposer auprès d'un homme dont il n'a jamais entendu. Il y a toujours l'histoire de cimetière chez moi, c'est une obsession. C'est une obsession chez moi. Et sa maman veut reposer auprès d'un homme dont il n'a jamais entendu parler, alors que sa maman, elle était mariée. Donc il vient frapper à la porte de cette femme pour comprendre. Et en frappant à la porte de cette femme, une fois de plus, il va tout découvrir. Pourquoi j'en dirai pas plus. Pourquoi elle est là. Pourquoi son mari il est parti il y a très longtemps. Je suis extrêmement fascinée par l'adoption, par les liens du sang et pas les liens du sang, par les cimetières, par les secrets et aussi par tout ce qui est caché derrière. Enfin, je pense que derrière chaque individu, il y a un roman, il y a une histoire. Et je pense qu'il est très très bon pour chacun d'avoir un jardin secret. Toute vérité n'est pas bonne à dire. On revient au mensonge. Même sur les cimetières, ça me rappelle un de mes grands fous rires avec une amie elle venait de perdre son papa. Donc, sa mère était morte quelques années plus tôt. Son père s'était, pas vraiment remarié, mais enfin, il était avec quelqu'un d'autre et il meurt. Et donc, sa nouvelle compagne voulait qu'il soit enterré dans le caveau de sa famille à elle. Et ma pote m'appelle, elle me dit, mais c'est pas possible. Il connaît personne. C'est trop beau. J'adore. Et on est parti dans un moment de grande tristesse. On est parti dans un fou rire. C'est toujours comme ça. C'est souvent comme ça. Elle me dit, il connaît personne. Tu dis, mais il est mort. Et en même temps, je comprends complètement ce qu'elle veut dire. Elle me dit, il faut qu'il soit enterré avec maman. Enfin, je veux dire, ça lui enlève quoi à elle? De toute façon, bon, bref. On entend dans des grandes discussions, mais c'était très, très beau. Il ne connaît personne. Voilà. C'est beau. Dans ce cimetière, c'était, voilà. Je comprends qu'on peut avoir une fascination. D'ailleurs, aux Antilles, en particulier en Guadeloupe, les cimetières sont très particuliers. Je sais pas. C'était déjà venu en Guadeloupe? Non, jamais. Il y a notamment celui de Mornalo, qui est d'ailleurs un site touristique.
pas comme le Père-Lachaise, parce qu'il y a des gens connus qui sont enterrés, mais parce qu'il est vraiment très beau. Ce sont des mini-maisons, en fait, c'est des petites chapelles en damier sur un morne, d'ailleurs, un morne à l'eau. Et les cimetières aux Antilles, très souvent, donnent sur la mer. Je te montrerai des photos parce que c'est vraiment, ça semble bizarre. Ils sont carrelés aussi. Ils sont carrelés. Parce que moi, j'ai grandi noir et blanc. Eh ben voilà, c'est pareil. Ouais. Et c'est vraiment très spécifique. Et celui de morne à l'eau en particulier. C'est dingue, les cimetières. Il est dans les Antilles. Ah ouais. Et il y a souvent des chats aussi dans les cimetières. Ah ça je sais pas. Pour chez nous c'est peut-être plus des chiens parce qu'il y a pas beaucoup. Je sais pas d'ailleurs. Je dis ça, j'en sais rien. Je me suis chez nous en France il y a beaucoup de chats. Oui il y a beaucoup de chats, mais aux Antilles pas spécialement. Mais c'est vraiment les cimetières qui sont très particuliers. Et la Toussaint où on les illumine, c'est extraordinaire. C'est des grands moments de joie et de un peu de peine, mais c'est surtout des moments de joie. Alors ça disparaît de plus en plus avec les maisons funéraires, etc. Mais pendant longtemps, comme ça se pratiquait ici d'ailleurs il y a longtemps, mais on a continué à le faire aux Antilles aussi. C'était les veillées, donc qui accompagnaient autant celui qui partait que ceux qui restent. Moi, ce sont des moments qui font partie de mes plus beaux souvenirs d'enfance et d'adolescence d'ailleurs, où toute la famille se retrouve et on est pendant 2-3 jours ensemble, matin, midi, soir, nuit, et on mange, on rigole, on se remémore des souvenirs avec le mort, et on pleure, et puis finalement on repart sur des plaisanteries. Enfin, vraiment, il y a toujours des choses très heureuses dans ces moments de passage aussi, qui nous rappellent notre dimension éphémère, tout à fait. Et à quel point est-ce qu'il faut qu'on profite et le respect qu'on se doit les uns aux autres. Et c'est là où Valérie arrive mettre 2-3 mensonges ou 2-3 portes là-dedans et là on est happé. Mais c'est ça et à la fois on n'est jamais aussi proche de l'éternité que lorsqu'on entoure les morts en fait. Donc je trouve ça triste qu'on perde ces traditions-là parce qu'elles sont importantes pour les vivants et à balayer la mort comme on le fait, notamment dans les sociétés occidentales, où en fait à la fois on idéalise la mort parce qu'on est quand même dans une culture de la mort, dans les séries, dans les trucs, elle est omniprésente en fait. Mais la mort réelle, quand elle nous touche, on l'évacue. Et c'est à ça qu'il faut qu'on soit confronté. Notre vrai moment d'humilité, il est là en fait. Et à chaque fois qu'on perd quelqu'un, on est extrêmement choqué alors que c'est la vie de mourir aussi. Et dans dans ces cultures afro, on a quand même cette conscience très concrète de la mort. Et d'ailleurs, vous avez toujours quelqu'un qui, un peu avant que quelqu'un parte, vous dise j'ai rêvé d'elle, ça va pas, elle va pas tarder à partir. Il y a toujours un truc, quand même, une connexion qui nous rappelle ça. Voilà. Donc, j'en profite pour parler de ça. Moi, j'avais une petite question de femme et de carrière, comme c'est notre thème. Est-ce que, parce que vous êtes toutes les deux avec une personnalité connue, est-ce que c'est facile et vous avez toutes les deux une carrière à part entière? Est-ce que c'est quelque chose avec laquelle on vous embête, ça fait rebond ou on vous laisse tranquille par rapport à ça? Vous riez de vous-même? Alors, déjà, quand on est avec quelqu'un de connu, il faut avoir vraiment les pieds sur terre, il faut être bien dans sa peau. Parce que ce dont généralement les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'on vous disparaissez. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que n'importe où vous arrivez, dans la rue, partout, les gens se jettent sur la personnalité connue. Souvent, vous poussent ou vous mettent un téléphone portable. Non, tu peux faire la photo. Tu peux faire la photo. Il n'y a pas eu bonjour avant. Vous a même pas regardé. On vous a pas considéré. Moi, pendant très longtemps. On vous écrase les pieds. On vous écrase les pieds. On vous voit pas. Les gens se souviennent jamais de votre prénom. Ils disent, ah oui, Caroline. Ah oui, non, pardon. Corinne. Ah oui, non, pardon. Catherine. Non, Karine. Ok, pardon, Catherine. Puis à la fin, souvent, on me disait dans les endroits où je pouvais me retrouver avec les clients, mais alors, que faites-vous de votre vie? À part accompagner cet homme absolument merveilleux. Donc, c'était moment où je suis journaliste et je présente un JT national sur M6. C'est génial. Et où les gens se décomposent parce qu'ils avaient passé la soirée à faire en sorte que surtout je ne parle pas en se disant la pauvre, elle doit être tellement stupide comme elle est avec un footballeur. Donc forcément, évitons-lui, épargnons-lui une humiliation, lui coupons la parole à chaque fois qu'elle parle. Donc ça, c'est quand même très concret quand vous êtes avec quelqu'un de connu et qui en plus déchaîne les passions comme ça, vous disparaissez. On ne s'intéresse absolument pas à vous. On ne vous garde pas de place. Vraiment, et puis on vous affuble de tous les maux possibles, enfin de tous les vices possibles. Vous êtes intéressé, vous êtes ci, vous êtes ça. Enfin bon, bref, vous existez pas. Donc ça, c'est le premier truc. Donc on se construit pas très bien comme ça. Et c'est vrai d'ailleurs que moi, j'ai eu beaucoup d'affection, même de tendresse pour les femmes d'eux, qui en plus très souvent n'ont pas forcément parce que c'est pas possible. Quand, je sais pas, vous êtes avec quelqu'un qui voyage beaucoup, vous pouvez pas avoir une activité professionnelle solide parce que vous devez tout le temps déménager, vous devez tout le temps partir. Et ces femmes-là, je trouve on mesure pas à quel point est-ce que il faut un vrai tempérament pour supporter d'être tout le temps dans l'ombre de quelqu'un et qu'en plus, très souvent, les gens, mais c'est pas, enfin,
Ils sont méchants, mais malgré eux. Il y a 2 jours, je croise quelqu'un, enfin on allait, je sais plus, à la Philharmonie ou un truc comme ça. Il y avait les gens se jettent sur Lilian, comment ça va, nanana. Puis il y a quelqu'un qui me dit, excusez-moi, je vous ai pas salué. Mais monsieur, quand même. C'est quand même monsieur. C'est-à-dire que, moi, on s'en fout, en fait. C'est pas grave de pas me dire, vous êtes rien, vous êtes de la merde, en fait, parce que vous, on sait pas qui vous êtes, et que lui, quand même, c'est quelqu'un. Donc, vous prenez ça toute la journée. C'est ça la réalité d'être le plus un de quelqu'un de connu. Moi, ma chance, et c'est aussi la tienne, ma chance, c'est que j'avais une carrière bien avant d'être avec Lilian. Je présentais déjà le JT bien avant d'être avec Lilian. J'étais déjà celle que je suis avant de le connaître. Je ne lui dois pas ma carrière professionnelle en tant que journaliste. Et puis ensuite, quand vous êtes une femme d'eux et que vous vous lancez dans une discipline artistique, quelle qu'elle soit, on se dit, ah bah bien sûr, bah oui, voilà, comme c'est la femme d'eux, donc c'est plus facile pour elle. Alors que pas du tout. Là encore, genre, justement, tout le monde pense ça, que c'est plus facile pour vous, donc vous n'avez pas besoin d'aide, puisque vous êtes déjà back-upé par quelqu'un d'autre. Donc c'est pas moi qui vais vous aider, puisque quelqu'un d'autre vous aide, alors que personne vous aide. Donc au contraire, vous y allez avec les rames, et puis on vous facilite pas la tâche, justement parce que vous êtes une femme d'eux. Moi, il y a plein d'endroits où on m'a pas reçu, il y a plein et je le dis, mais j'ai aucune amertume du tout par rapport à ça. Mais il y a plein de médias qui ont pas parlé parce que je suis journaliste, parce que je suis femme d'eux, parce qu'en se disant, mais ça va, c'est bon quoi, on va pas en plus. Donc oui, c'est ça. Donc c'est pas du tout un avantage, bien au contraire. Et puis parce que vous avez aussi tous les ennemis de la personne avec qui vous êtes, qui vont s'évertuer à vous mettre des bâtons dans les roues. Et puis tous ceux qui éventuellement pourraient vous aider, ils ont pas spécialement envie de porter la charge de la suspicion de copinage. Parce qu'il faut assumer après de dire, ah ben oui, je l'ai aidé parce que c'est la femme de machin, que c'est un copain que j'aime bien. Non, ça marche pas en fait. Donc vous devez de toute façon vous battre. Et probablement encore plus, et je comprends que ce soit contre-intuitif, parce que sur le papier, on peut se dire que c'est plus facile, comme être fils d'eux, comme être machin, mais ça n'est pas le cas. C'est complètement faux. Voilà. T'as peut-être, je pense, les filles ou fils d'eux ont peut-être plus l'opportunité de rencontrer les bonnes personnes, mais si t'assures pas, si t'es pas meilleur encore que les autres, ça sert à rien. Non. Moi, c'est très particulier, ça fait 18 ans. Donc moi très longtemps dans l'ombre de Claude. Puis alors moi là les filles je suis maquillée, je suis habillée, mais en vrai dans la vie je suis à moitié en pyjama jour et nuit, jamais maquillée, jamais coiffée. Donc on m'écrasait les pieds. Il y a 2-3 personnes tout de suite qui savaient qui j'étais. Bonjour Valérie, comment ça va? Tu les repères, tu vois tout de suite. Moi je m'en foutais complètement. Et ça m'a bien fait rigoler parce que j'ai repris une scène que j'ai vécue moi dans Tata. Et tu vois je parle en scène, jamais en chapitre. Je me suis retrouvée à la table des enfants en Corse. Je dirais jamais chez qui, chez les mômes au bout de la table, parce qu'ils savaient pas du tout quoi faire de moi, quoi. Et c'est merveilleux. Pour aller dans le sens de ce que tu dis, je suis devenue amie avec quelques femmes d'eux, justement, parce que j'en ai vachement, parfois en arrivant, en fait, t'as une nuée comme ça qui emporte les personnalités les plus connues, et nous on reste derrière. Et donc on se retrouve en disant, bon ben voilà les 2 connasses oubliées. Salut, moi je m'appelle Karine, moi c'est Véronique, donc on va passer la soirée ensemble, je crois. Et du coup tu passes des super soirées. Et tu passes des super soirées. Les oubliés, tu vois. Et là, c'est en train de complètement switcher. C'est le contraire, c'est-à-dire que il y a plein de gens qui me lisent, mais ils ne m'ont pas encore identifié. En revanche, ils savent que Valérie Perrin, c'est l'épouse de Claude Lelouch. Du coup, ils reconnaissent Claude. Et ils cherchent Valérie. Me parler. Voilà. Pour me dire des choses merveilleusement gentilles. Donc, tu vois, c'est drôle comme la vie est le champ. Oui, et Lilian, il a ça aussi de plus en plus. Donc, déjà, maintenant, c'est le père de ses fils. Ah, vous êtes le papa de Marcus. Ah, vous êtes le papa de Pierre. Voilà. Exactement, il est le père d'eux. Et on lui dit, puis on dit, ah, vous êtes le mari de la chanteuse. Donc, voilà, la dernière fois, il est en train de disant, putain, on m'a dit, je suis le mari de la chanteuse. Il était super content. Et Claude, il dit maintenant, je vais m'appeler Claude Perrin, je vais m'appeler Claude Lelouch, c'est génial. Il le dit tout le temps. C'est drôle. Donc, oui, il y a mais ça suppose, voilà. Mais c'est vrai, ça. De pas avoir de problème d'ego. Enfin, en tout cas, de régler son ego. Moi, j'ai appris de ça aussi. Et je pense que c'est très précieux. C'est vachement bien. De rester à ta place. Moi, je trouve ça super bien. Parce qu'il y a des compétitions. Ça te donne des bonnes leçons. Voilà. Exactement. Il y a des compétitions dans lesquelles tu rentres pas. C'est-à-dire que les grandes émotions qu'on va ressentir, c'est quoi? Un mariage, une naissance, tout ça. Et puis, la victoire d'un pays en équipe de France, de l'équipe de France. Tu peux pas, à aucun moment de ce que moi j'ai pu produire, je peux rentrer en compétition avec ça. Donc il y a pas de compétition à avoir. Faut savoir rester à sa place. Tu ravales ta salive quand les gens vraiment sont désagréables et extrêmement même méchants parfois. Mais t'apprends à rester à ta place. Et en tout cas pour moi ça a été une bonne discipline parce que c'est une discipline de savoir rester à sa place, de pas être en compétition, de pas absolument chercher la lumière quand il y a aucune raison en fait que tu sois devant quoi. Voilà.
Et en plus, vous menez vos carrières. Exactement. Nickel, de front, et vous Exactement. êtes juste et épanouie, et très heureuse de faire, nos trucs, quoi. Vous êtes même plutôt dans la lumière, on va dire, quand même. Oui, mais parce que tu développes toi, en fait. Bien sûr. Déjà, il n'y a aucun rapprochement entre Valérie Perrin, l'autrice, et Claude Lelouch, le cinéaste. Et moi, pour le coup, je lui dois quand même beaucoup, parce que d'abord j'aurais quand même écrit, même si j'avais pas rencontré Claude. Cependant, je pense que ça a vraiment accéléré les choses, le fait que je travaille avec lui et que je fasse cette école de cinéma qui est particulière avec lui. Donc j'ai vachement pris j'ai beaucoup et puis j'ai beaucoup pris dans Tata. Je parle quand même de ce qui est, j'ai jamais fait un film de ma vie et pourtant je parle d'une réalisatrice, j'explique tout le processus de création, j'explique qu'est-ce que c'est qu'être sur un plateau, comment je travaille avec mes assistants, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais j'ai tellement pris de Claude de cet homme génial que du coup ça m'a beaucoup apporté dans mon travail, tu vois. Alors effectivement, Lilian m'a beaucoup apporté aussi. Parce qu'il m'a obligée, pendant très longtemps, j'étais d'une pudeur totale, grande pudeur vocale. Donc c'était très difficile pour moi de monter sur scène. Ouais. Je faisais des concerts, mais j'étais alertée plusieurs mois avant. J'avais le temps de me préparer psychologiquement. 2 jours avant, je dormais plus. La veille, je mangeais plus. Je partais en me disant, bon, quand je vais revenir demain, ce sera terminé. Je me refais. C'était vraiment horrible. Et il m'a confrontée, en fait. Vraiment, il m'a mise dans des conditions pour m'obliger à sortir de ça. C'était ça passe ou ça casse. Et notamment, je pense à une fois, on va dans un club de jazz, où on va juste écouter de la musique. Et il se trouve que dans ce club, tout le monde savait que je faisais des concerts et tout. Et donc, à un moment, le musicien sur scène a dit, ah, mais nous avons parmi nous des amis chanteurs, c'est la famille, ne vous hésitez pas, venez chanter et tout ça. Puis les gens viennent me voir, le patron du club me dit, alors, tu vas bien chanter une petite chanson? Et puis je dis, non, je suis venu manger un crottin de chèvre avec ma petite tartine de miel. Laissez-moi tranquille, laissez-moi boire mon verre de vin et puis écouter là. Oui, mais quand même, ce serait sympa. Lilian me dit, mais je comprends pas, pourquoi t'y vas pas? Je finis par céder en me disant, ok, je vais chanter une chanson. Et au moment où je dis ok, je me dis, mais dans quelle tonalité? Mais c'est quoi la mélodie? Mais c'est quoi? Je suis prise d'une crise de panique. Et je sens qu'à la fois, j'ai envie de le faire, mais que je ne peux pas le faire. Je ne vais pas être capable de chanter. Donc, je commence à sangloter. Je me dis, il faut que je dise non. T'as dit oui, tu vas dire non. Les gens vont dire que t'es complètement folle. Bah oui, en fait, t'es folle, c'est pas grave. Donc, finalement, je me désiste en disant, je ne vais pas monter chanter. Je commence à pleurer. Lilian me tourne le dos. Vraiment, je sens qu'il est déçu. Ce qui est terrible, c'est de décevoir quelqu'un qu'on aime en plus. Mais je comprends pas. On finit par rentrer à la maison. Il me dit, je comprends pas, tu comprends pas. Parce que tu comprends pas, moi, je vous ai préparé. Il me dit, mais non, mais tu aimes chanter, tu chantes toute la journée. Pourquoi chanter, c'est simple, tu te lèves, c'est pas... Il me dit, bah, d'accord. J'avais pas compris. En fait, tu veux pas chanter. Ah bah, c'est pas grave. Ne chante pas. J'avais pas compris. En fait, tu veux pas chanter. Ah bah, tu chantes pas et puis on ira voir les autres en concert et tout. C'est super, ça va bien se passer. Et il me disait ça et j'entendais me dire ça. Je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il est complètement dingue. Mais c'est pas possible. Mais oui, je veux chanter. Il me dit, mais non, tu veux pas chanter. Tu chantes pas. Quand tu veux... Non, tu veux pas. Mais c'est pas grave, maman. Tu chanteras pas. Et puis ça va se passer très bien. Psychologiquement, franchement, je l'ai détesté. Ouais. Je l'ai détesté pendant une nuit. On me dit, mais comment il fait me dire un truc pareil, c'est dégueulasse. Et le lendemain, je suis putain. Ok. On va au club de jazz. On va aller au club de jazz. Et je suis allée au club de jazz, je suis allée voir le patron en disant vraiment, je faisais pas ma diva, c'est que j'étais prise de panique et je ne pouvais pas, mais je viens chanter dans ton club quand tu veux. Et il m'a dit, bah, c'est super, on va programmer 2 dates dans un mois. Je dis, oh putain, ça y est, ça emballé. Et en fait, ça s'est passé effectivement comme ça et toutes les choses se sont imbriquées ensuite et ça a vraiment contribué à me libérer. Et je pense que il y a beaucoup de choses en moi qui m'entravaient. Et il m'a vraiment emmené, il m'a fait un espèce de coach, mais complètement. Formidable. Mais vraiment. Et ça a été du coaching, ouais. Et pour ça, il a vraiment ce talent, ce don-là de révéler. Alors, ça passait ou ça cassait, hein. J'aurais pu craquer et puis, effectivement, laisser tomber tout ça et me dire, bah, je serais jamais capable de chanter comme ça, de faire des concerts et tout. Mais il m'a complètement changé. Il m'a vraiment donné de l'ouverture. Il m'a aidé, il m'a accompagné dans le déploiement. Et je lui dois complètement ça. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans lui, très clairement. Il m'a, avec beaucoup parfois de la douceur, parfois en venant me secouer comme ça, là, en me disant, c'est pas grave, mais tu chanteras pas. Il a vraiment contribué à me libérer complètement. Il a changé ma vie, vraiment.
Voilà. beau. Choisissez bien vos chéris, les filles. Ça, ah ouais, ça c'est sûr. c'est vrai. Ça c'est sûr. Ça suffit pas. Bon conseil. Bah ouais, aimer, être aimé. Et puis il y a aussi des gens qui, quand ils vous aiment, ils veulent que vous soyez vraiment heureux et heureuse et ils vous accompagnent sur le chemin de l'épanouissement, quoi. Et c'est complètement ce que Lilian fait avec moi et c'est merveilleux, vraiment. Voilà. D'accord. On arrive au terme de cette oui, émission. c'est ça. Oui. On aurait bien aimé continuer encore avec vous, on adore. C'est trop bien. Est-ce que vous voulez dire encore une dernière chose? Je suis très, très heureuse de t'avoir rencontré. De moi aussi. Merci de cette rencontre. Il y a tellement de connexions hallucinant. C'est hallucinant. Ouais. Et je vais tout de suite acheter Les Oubliés du dimanche. Tata, d'accord, je veux bien parce que j'en ai 3 à lire avant. C'est pas des petits, hein. Mais voilà. se dévore, donc c'est l'avantage. Voilà. Changer l'eau des fleurs et 3. Ouais, ça va être merveilleux parce que effectivement, je pense qu'il y a des univers, nos univers sont proches dans les réflexions et dans la profondeur. Voilà. Et merci. Tata sort le 18 septembre. Donc, nous vous invitons tous et toutes à dévorer ce nouveau roman de Valérie Perrin. Et on était hyper heureuse de vous recevoir et écouter cet album aussi de Nina Simone qui est incroyable. Oui, j'ai plein de concerts aussi. Alors, j'ai pas toutes les dates en tête, mais voilà, il y a le 5 octobre, le 12 octobre, je suis sur les réseaux. Et comme ça, à chaque fois, tu dis, je suis là, Exactement. Ouais. Le 23 septembre, c'est on mettra tous vos Insta. Il y a 66 minutes aussi sur super, voilà. Génial. Il y a plein de choses. Donc, je vous laisse renseigner tout ça, les filles. On renseigne tout, nous, on donne les connexions, les liens, ouais. Complètement. C'est un peu pour ça qu'on a créé ce podcast, pour faire des liens, et on est super heureuse d'avoir bien réussi aujourd'hui. Parce que c'est une super émission, bien accompli, Sarah. Voilà. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Tout à fait. Merci. Flamme des années 80. Le podcast qui allume la femme.